c'est-à-dire qu'il est récupéré par des créateurs qui aiment le cirque. Hein, il n'y a pas cette espèce de guerre qu'on essaie d'imaginer souvent entre le cirque dit classique, traditionnel, et le cirque qui va devenir, qu'on va appeler le nouveau cirque. Il n'y a pas du tout de guerre, il y a beaucoup de respect, en tout cas pour les jeunes créateurs qui vont questionner ou récupérer le cirque traditionnel. Il y a un grand amour aussi de tout l'imaginaire et de la symbolique du cirque, c'est-à-dire l'idée du nomadisme, l'idée de vivre en communauté, l'idée que les spectateurs soient tous égaux, donc on casse le mythe du théâtre bourgeois et élitiste. Les artistes aiment beaucoup l'idée aussi d'aller à la rencontre du public, donc que le nomadisme permette d'aller à la rencontre des citoyens et de pouvoir entamer un dialogue avec eux. Donc ce qui est intéressant dans cette phase-là, c'est que toute la dramaturgie du cirque est changée. Donc on va avoir des histoires et des personnages de cirque qui vont se créer, qui sont très influencés, qui viennent beaucoup du théâtre, mais de plus en plus, pendant ces périodes, on va avoir, on va dire, des histoires très simples. Hein. Un marin qui part en voyage et qui rencontre une jeune fille, mais qui doit partir, etc. Donc on a beaucoup d'histoires assez simples qui vont servir de prétexte à des numéros de cirque. Tout ce côté de toute cette histoire du cirque qui est en train de se construire, de ce qu'on va appeler le nouveau cirque, est intéressante parce qu'elle permet d'ouvrir énormément les perspectives de recherche formelle. Donc les spectacles de cirque vont se développer jusqu'à aussi abandonner des disciplines. Donc la fin des années 70, le début des années 80, ça va être une période où dans le cirque, on va avoir des spectacles monodisciplinaires qui vont apparaître. Donc je cite des compagnies comme les Arceaux, comme Vendotan, beaucoup de compagnies qui vont créer des spectacles avec une seule discipline. Ce qui est intéressant parce que ça va beaucoup faire avancer les disciplines en elles-mêmes, donc les recherches techniques sur comment je fais évoluer mon travail, et ça va aussi... je vous passe un petit extrait des Arceaux que vous connaissez, donc où l'ensemble du spectacle est un spectacle aérien, le public est sous un chapiteau, allongé, pour voir tout le spectacle qui se passe dans les airs. Donc c'est une compagnie française qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a eu beaucoup de succès, qui a tourné dans le monde entier, qui a aussi beaucoup influencé les... Je vous frustre. Donc ce qui est intéressant avec cette phase-là, c'est que les développements des techniques de cirque vont vraiment s'approfondir. Donc des recherches formelles vont commencer, à la fois sur le jonglage par exemple, avec beaucoup de recherches techniques sur comment faire avancer le jonglage et avec une ouverture très large sur la manipulation, sur l'inclusion d'objets différents, sur la construction de nouveaux objets de cirque. Ce sont aussi des périodes où il va y avoir énormément de construction d'agrès ou de création de nouveaux agrès de cirque. Donc on va vraiment avoir une explosion de la diversité des disciplines. Une troisième phase, que en tout cas en France, après je ne sais pas si c'est quelque chose qui est valable pour le contexte espagnol, mais en France il y a une troisième phase qui va commencer et qu'on date à 1995-1996, qui est le spectacle de Joseph Nage au CNAC, qui est un tournant pour le siècle de création, où on va vraiment passer d'un nouveau cirque très étendu, très élargi, à l'idée d'abstraction. Donc Joseph Nage est un chorégraphe qui est invité au CNAC pour diriger le spectacle de fin d'année des élèves. Le CNAC a cette tradition, mais comme dans beaucoup d'autres écoles, d'inviter une personnalité, un artiste très important pour diriger un spectacle de fin d'année, avec cet objectif à la fois de faire en sorte que les étudiants puissent avoir une ouverture en termes de création contemporaine, de vraiment participer à un processus de création qui fait partie de leur apprentissage, on va dire, et de leur apprentissage et de leur entrée dans le monde professionnel,
mais ce qui a permis aussi au CNAC en France, mais aussi à d'autres écoles, de pouvoir sensibiliser des créateurs très connus, donc des grands chorégraphes ou des grands metteurs en scène de théâtre, aux disciplines de cirque et à la richesse du cirque et son potentiel en termes de création contemporaine. Et Joseph Nad a révolutionné, entre guillemets, notre vision du cirque contemporain en proposant un spectacle basé sur l'abstraction. C'est un spectacle qui a eu beaucoup de succès aussi. Toute la promotion du CNAC, de cette école-là, est devenue la compagnie Anomalie. C'est un spectacle, Le Cri du Caméléon, qui a beaucoup tourné dans le monde entier pendant 3 ans et plus. Et dans cette promotion, il y a beaucoup d'artistes qui ont ensuite développé un parcours personnel assez intéressant, notamment Mathurin Bolz, qu'on voit sur ces images. Donc, ce qui est intéressant dans cette petite vidéo, qui est une des rares vidéos qui existent sur le spectacle, c'est qu'on voit très bien à la fois une utilisation de musique qui est très différente, des codes vestimentaires qui sont différents, une construction, une dramaturgie du spectacle qui est très différente, qui n'est pas basée sur des numéros, une abstraction, de la chorégraphie qui va devenir un des éléments très importants et très forts et constitutifs de ce que l'on va appeler le cirque contemporain. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus, des désaccords profonds sur cette vision très artificielle et très chronologique? Alors évidemment, c'est une vision très artificielle, et il faut la prendre comme telle, à la fois subjective et artificielle, parce que c'est un mouvement, le nouveau cirque et le cirque contemporain qui est très récent. Donc on a en même temps très peu de recul sur la manière d'analyser les différentes formes qui ont pu se développer au fur et à mesure de ces quelques décennies. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je le disais, le cirque n'a pas de répertoire, au sens classique du terme. Donc, toutes ces formes coexistent aujourd'hui. À la fois le cirque traditionnel, le cirque moderne, nouveau cirque, et le cirque contemporain. C'est toujours intéressant pour moi, quand je vais dans un festival, de regarder le programme et de voir, par exemple ici, dans le festival de Valladolid, qu'il y a beaucoup de compagnies qui sont mentionnées nouveau cirque et beaucoup de compagnies qui sont mentionnées cirque contemporain. Et je ne sais pas dans quelle mesure l'utilisation de ces deux appellations est tout à fait contrôlée, tout à fait consciente, et comment les artistes eux-mêmes se définissent dans ces deux catégories-là, si on considère que ce sont des catégories. Ce qui me plaît beaucoup dans l'idée de cirque, c'est que ces distinctions, ces mouvements sont artificiels dans le sens où tout coexiste, et que, à la fois pour les artistes eux-mêmes, c'est très difficile de se positionner dans ces catégories. Pour le public, c'est extrêmement difficile de distinguer ce qui fait partie du cirque dit classique ou ce qui fait partie du cirque contemporain. Que l'idée de répertoire n'existant pas, des pièces, entre guillemets, qui ont fait le nouveau cirque ne sont plus disponibles, c'est-à-dire qu'on n'a plus accès à ces œuvres. Parfois même, il n'existe aucune vidéo. Donc on a des œuvres majeures qui ont marqué les esprits, je pense à Archaos ou à d'autres grandes compagnies qui ont vraiment eu un impact très fort dans certains pays. Archaos dans les pays nordiques ou en Australie, le cirque Bonjour qui est venu, on peut encore voir Victoria Chapin, Jean-Baptiste Thierry tourner un spectacle qui existe depuis plus de 15 ans maintenant, mais il y a beaucoup de spectacles qui se sont perdus. Cette idée de répertoire est intéressante parce qu'aujourd'hui, des créateurs qui ont démarré, entre guillemets, ou qui ont fait partie du mouvement du cirque contemporain, commencent à se poser la question du répertoire et donc à proposer leurs propres œuvres passées à la tournée. Donc il y a des exemples qui existent, notamment chez Aurélien Bory, Mathurin Bolz qui commence à se poser cette question, Fia Ménard qui aussi se pose cette question. C'est intéressant de voir que des artistes qui ont été des artistes pionniers quelque part commencent à se dire « Ah oui, mais ça serait intéressant que mes œuvres continuent à vivre ». Et donc de voir que des œuvres d'Aurélien Bory de 2002 recommencent à